Bienvenue à tous et à toutes, bien évidemment. Je suis également ravi de vous accueillir pour ce webinaire qu'on a eu à nouveau énormément de plaisir à préparer. Le sujet de ce soir s'annonce vraiment passionnant. J'espère que vous êtes en forme parce qu'il y a beaucoup de contenu de grande qualité. Je vous invite à, à prévoir un verre d'eau à côté de vous et surtout un cahier ou une feuille pour quelques notes parce que Jean-Luc et toute l'équipe m'a vraiment préparé quelque chose qui s'annonce passionnant. Je ne reviens pas sur le fait que le webinaire sera diffusé sur Internet. Je vous ferai suivre le lien demain dans la journée. Vous aurez ainsi accès au replay. Au niveau du fonctionnement, comme vous l'a dit Agnès, vous avez un chat à votre disposition. N'hésitez pas à vous en servir pour poser vos questions au fil de l'eau. Et au cours des moments prévus pour les échanges, eh ben, je pourrai poser les questions à Jean-Luc. On aura bien sûr possibilité d'argumenter sur vos exemples, enfin de répondre à vos questions un peu plus précises. Pour ça, le chat est à votre disposition. Euh, pour que le webinaire se passe bien, je vous propose d'éteindre vos micros pendant les périodes de présentation. Vous pourrez les ouvrir pendant les périodes de questions-réponses. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon webinaire. Merci Damien. Comment tu veux dire un petit mot sur la présentation du sujet, Agnès, ou j'y vais? Oh bah écoute, Jean-Luc, je te laisse. Bon, voilà. Donc Après, ouais, moi, si tu veux, je peux faire cette introduction pour voilà, présenter un petit peu la structure. voilà. Ouais, pas de problème. Du coup, on vous a prévu 4 temps assez forts, je vais dire ça comme ça. Dans un premier temps, bah, Jean-Luc va vous partager la raison d'être de ce webinaire et qu'est-ce qui nous a inspiré d'amener ce sujet-là. Ensuite, quelques objectifs qui nous semblent importants pour nous, en tout cas dans la présentation de ce webinaire. Des définitions sur la culture d'entreprise et l'histoire de vie. Voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ces quelques mots. Et puis ensuite, ça va être vraiment le gros sujet. C'est quel est le lien entre ces deux concepts. Et voilà, je pense que ça devrait nourrir un petit peu vos attentes. Super, merci. Alors du coup, ah non, il faut que je revienne en arrière, pardon. L'introduction, la raison d'être de ce webinaire. C'est Jean-Luc, t'as plus de Jean-Luc, son. t'as coupé ton micro. Voilà. Ah, d'accord. Mais j'ai rien fait. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon. Est-ce que c'est bon là maintenant? Ah, c'est bon. Oh, merci Ali. Et donc je disais oui, exceptionnellement, je vais un peu insister sur l'introduction. Pour celles et ceux qui étaient présents au mois de juin, quand j'ai parlé du diagnostic 5 niveaux, j'ai déjà évoqué cette situation, mais brièvement. Et en fait, c'est une situation qui a été fondatrice et déterminante dans ma carrière de consultant, d'accompagnateur du changement, voilà. Et même au-delà, je crois, dans ma vie d'homme. En fait, je travaillais avec un collègue qui était mon associé, et nous travaillions dans une entreprise auvergnate, un endroit où j'aimais bien travailler. En plus, c'est une partie de la terre d'une partie de mes ancêtres. Et dans cette entreprise, nous faisions des ateliers d'accompagnement du changement. On ne l'appelait pas encore comme ça à l'époque. C'était un plan d'action que nous avions fait. Et dans ce plan d'action, il y avait quelque chose qu'on pourrait apparenter aujourd'hui à de l'analyse de la pratique professionnelle. Après, je dirais, l'implémentation dans un groupe de managers qui étaient des commerciaux d'ailleurs, et d'un certain nombre de concepts, dont notamment de concepts datés et de systémie. Et puis, à ce moment-là, dans le travail, un jeune manager, je revois encore son visage, voilà, joli jeune homme blond, un peu frisé, commence à parler de sa problématique avec son chef, avec son dirigeant.
Il était chef d'agence, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, il nous parle, voilà, comment cet homme est autoritariste, comment il n'est pas OK. Enfin, voilà, je ne vais pas déplier trop longtemps. Et donc, à cet endroit-là, donc, on était co-intervenants avec mon collègue. Mon collègue commence à conduire un peu de travail. Moi, je poursuis un peu plus loin. Et puis, je perçois une émotion qui passe sur le visage de ce jeune homme. Et d'ailleurs, ce genre de perception, ça fait partie du non-verbal. Et je vais faire un peu de teasing pour le webinaire du 9 décembre, hein, puisque ce sera un des objets de ce webinaire. Donc, je capte quelque chose. Ça fait partie, je pense, de mes savoir-faire. Et je vais chercher, voilà, creuser un peu ce qui se passe. Et ce jeune homme fait émerger un souvenir. Puis d'un seul coup, il fait des liens avec son père qui était autoritariste. Voilà, je ne vais pas mettre trop de concepts là-dessus. Et pour finir, voilà, il se met à pleurer. Donc, je soutiens son émotion. Je l'accueille, je lui fais développer quelque chose. Et puis, petit à petit, je reconstruis avec lui, ben, et voilà, ce que tu viens de découvrir, qu'est-ce que tu peux en faire dans ton travail, comment tu vas t'y prendre. Et on fait tout doucement un plan d'action pour regarder comment il va aller rencontrer son chef. Voilà, les gens sont plutôt très émus, vous voyez, enfin, sur les commerciaux, on est en 1989. Euh, on n'a pas encore l'intelligence émotionnelle, on ne parle pas autant des émotions. Des fois, à l'époque, je n'ose pas dire que je suis psy parce que les gens pensent que c'est pour travailler avec les fous, vous voyez. Il faut se remettre dans le contexte. Et donc, du coup, voilà, les gens sont très émus, on les fait un peu parler, et puis on boucle la séance d'analyse de pratique. Et puis, on se retrouve avec mon collègue et associé, voilà, pour débriefer un peu, dîner ensemble, on le faisait très souvent. Et là, mon associé me dit, mais oh, attends, tu as conduit de la thérapie, c'est pas OK, je suis pas d'accord. Ah, je dis, non, non, moi, je suis psychothérapeute, j'ai certaines expériences de conduire du travail thérapeutique. Je dis, non, c'est pas de la thérapie, c'était peut-être thérapeutique, c'était émotionnel, mais c'est pas thérapeutique. Voilà, on discute, on discute, on discute. On va même prendre une supervision avec notre superviseur commun qui tend plutôt à donner raison à mon collègue et associé, mais moi, ça ne me convient pas, je ne suis pas convaincu du tout, et du coup, j'en reparle avec mon collègue, et partant de là, nous décidons d'aller prendre une supervision avec une grande dame de la PNL et de la T qui s'appelle Nicole Duhamel, donc ce sera un des rares noms que je donnerai ce soir, je fais un petit clin d'œil à Damien. Et donc, du coup, cette personne, donc Nicole Duhamel, elle est analyste transactionnelle, TSTA, elle est maître praticien en PNL. Voilà, c'est donc une personne qui a beaucoup de talent et de compétences. Et elle nous écoute, elle nous fait déplier un peu. Et pour finir, elle nous dit quelque chose qui, pour moi, et vous voyez, j'en ai encore de l'émotion parce que c'était un moment important dans ma vie, nous dit quelque chose de déterminant. Alors, elle ne connaît pas beaucoup la Gestalt thérapie, mais elle nous parle en fait d'un phénomène de champ, pour ceux qui connaissent la Gestalt. Et elle dit, mais dans le champ de ce qui est là, vous êtes dans une entreprise, vous êtes dans les locaux de l'entreprise, ce qui émerge appartient donc à l'ici et maintenant de la relation, du contrat, donc ça appartient au champ du travail. Et on élabore, voilà, je ne vais pas vous faire la séance de supervision qu'on a prise. Et pour finir, du coup, mon collègue et associé est convaincu, il reconnaît les compétences de cette personne. Et ça donnera plus tard voilà, la création vraiment du fondement de notre travail dans l'accompagnement du changement. Et le fondement de ce travail va être qu'on va s'intéresser à la santé et au développement des personnes et des groupes. On va déplier là-dessus, on va accompagner un certain nombre d'entreprises. Et finalement, pour moi, ça donnera la trame de tout ce qui va colorer
et soutenir une bonne partie de mon action, qui est d'intervenir du plus intime et du plus profond de la personne au plus complexe des systèmes. Et du coup, je fais un petit clin d'œil aussi à mon ami et collègue et associé Ali, de la thérapie d'entreprise. Voilà. En fait, pour moi, je pense qu'on pourrait parler de plus en plus de thérapie d'entreprise, même si ça reste encore un petit peu quelque chose de peut-être un peu sulfureux, on va dire. Voilà, encore. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, notre but ce soir, c'est de clarifier le lien qu'il y a entre l'histoire personnelle, puisque c'est ce que je vous ai montré chez ce jeune homme, ce jeune commercial, et les membres, des membres de l'entreprise et de la culture d'entreprise dans les processus de changement. Et du coup, vous qui êtes soit des cadres et des dirigeants, soit des intervenants, ben de vous permettre d'utiliser le principe du scénario individuel au sens de l'analyse transactionnelle et du scénario de groupe. Et classiquement, plutôt chez les consultants, on va appeler ça la culture d'entreprise. Et on va regarder ça tant dans la compréhension du diagnostic, c'est-à-dire quand je vais aller regarder l'entreprise, on y reviendra à un moment donné dans les outils, on va faire un diagnostic et on va regarder le scénario individuel et le scénario de groupe, c'est-à-dire la culture d'entreprise, et on va ensuite introduire ça dans les préconisations qu'on va faire, c'est-à-dire l'élaboration du plan de traitement ou du plan d'action. Voilà les objectifs de ce séminaire. Alors du coup, je pense qu'on avait inversé les deux choses. Quelques éléments très rapides de la culture d'entreprise. Donc la culture d'entreprise, c'est un ensemble de mythes, de tabous, de valeurs, de croyances, d'images de l'entreprise, d'images du métier. C'est l'identité qui est focalisée soit sur l'activité, soit sur le leader, soit sur le comportement. C'est un ensemble de comportements, c'est un ensemble de coalitions de pouvoir, si on prend la théorie de Mintzberg. Voilà, c'est un ensemble d'éléments. Et bien sûr, tout ça est porté par une organisation, par un système d'organisation et investi dans une activité. Voilà, donc ça, c'est la culture d'entreprise. On y reviendra, on a fait un petit montage sympa pour vous positionner ça aussi dans le schéma de Fox en référence aux travaux de Berne. Et puis l'histoire de vie, en quelques mots, eh bien, ce sont les éléments clés, les expériences fondatrices et formatrices de la vie d'un individu qui influencent notre manière ou sa manière d'agir et de penser. Et en analyse transactionnelle, on parle de scénario de vie. Et Monsieur Eric Berne nous parle, lui, du coup, dans cette notion de scénario de vie, d'un plan de vie, voilà, qui a été élaboré très tôt dans l'enfance, sous l'influence des parents. Et bien sûr, quand on entend parents, on entend bien sûr les parents et le contexte de vie de la personne à ce moment-là. Et voilà. Et du coup, nous avons essayé de vous montrer en fait, les liens entre ces deux dimensions. Si on regarde le scénario de vie d'un individu, oui, on vous a fait un personnage qui va vers l'entreprise. Et dans cette entreprise, à ce moment-là, il y a un changement qui est en train de se réaliser. Il y a des choses qui sont en cours. Et du coup, partant de là, on va voir que ce personnage, il porte en lui des ressources à la fois positives et à la fois limitantes. Et donc, il a un système de croyances qui sont des croyances limitantes. Alors voilà, il y a plein de petites choses qui sont là. Alors, pour les spécialistes, on va parler d'injonction, de driver, on va parler de programme, on va parler d'un certain nombre de choses, en fait, qui sont un ensemble d'éléments que la personne a accumulés au cours de son développement, depuis sa plus tendre enfance, en passant
par l'adolescence, voilà, puis des rencontres. Et pour finir, ce système de croyances limitantes voilà, va être engagé au-delà des compétences techniques ou des apprentissages qui seront dans notre néocortex, qui seront des choses que la personne connaît, je dirais, très bien, qu'elle a apprises, qu'elle a intégrées, qui sont donc accessibles à ce néocortex. Mais en fond, il y aura ces croyances limitantes. De l'autre côté, eh bien, on va avoir des croyances renforçantes, des permissions, des savoirs, des savoir-être, voilà, de l'agilité, de la fluidité. Donc, on va avoir un certain nombre d'éléments positifs. Et donc, dès que la personne va être engagée dans un changement et qu'on va lui proposer un changement, en réalité, il y aura toute la partie, on va dire, cognitive, toute la partie du néocortex qui va faire que oui, je comprends, je suis d'accord, j'ai bien compris, on m'a bien expliqué. Et en même temps, il y aura quelque chose qui est plus dans l'inconscient, qui n'est pas accessible à la personne et qui va agir soit de manière renforçante, soit de manière limitante. Et donc, on va, à un moment donné, rencontrer chez les collaborateurs des éléments qui échappent à sa conscience, qui vont s'exprimer sous forme de résistance au changement, parfois sous forme de jeux psychologiques, qui vont être au premier, au second, plus rarement en entreprise au troisième degré, mais parfois ça arrive, quand des collaborateurs finissent par casser l'outil de travail ou brûler l'outil de travail dans certaines circonstances. On va donc bien voir que le comportement des personnes peut aller jusque dans des jeux à très haut niveau. Voilà pour cette partie-là. Et si on regarde ces éléments voilà, qui vont de la personne vers l'entreprise, on peut utiliser, pour ceux qui connaissent la TOB, à un moment donné, Eric Berne parle voilà, des états du moi. Comment est-ce que finalement nos rôles et nos fonctions vont aller chercher nos états du moi, l'adulte, le parent, l'enfant, qui sont évidemment le fruit de notre développement. Voilà, on pourrait évidemment, si on avait plus de temps et si on était en formation, aller regarder comment se sont constitués ces états du moi, quelles sont leurs problématiques, l'exclusion, la contamination, etc., etc. Voilà. Et puis, un autre concept qui est très important dans le changement, eh bien, c'est ce qu'on appelle les positions de vie. Et ces positions de vie qui sont omniprésentes, sous-jacentes dans tout comportement de changement, ça se traduit par je ne suis pas OK et les autres sont OK. C'est l'image qui est en bas. Alors, on a pris cette représentation-là, pardon, sachant que dans le hockey choral, elles ne sont pas au même endroit, mais peu importe, il suffit de remettre les choses dans l'autre sens. De l'autre côté, on a la position inverse, c'est je suis OK et les autres ne sont pas OK. Et là, on a deux polarités, le bourreau, donc le persécuteur, et puis le sauveur, qui sont deux positions finalement, qui sont des positions hautes et qui mettent l'autre en incapacitation. Il y a évidemment une position qui est absolument pas sympathique, qui est je ne suis pas OK et les autres non plus. Et comme le disait George Thompson, qui est un analyste transactionnel qui a beaucoup travaillé à partir de cette position de vie, non OK, non OK. Alors, on va aller dans des issues dramatiques de scénarios qui peuvent être, je dirais, pour le moins l'incapacitation, et puis pour le plus la violence retournée contre soi ou contre autrui, et qui vont amener des personnes à tomber malades, à se faire mal, à faire mal à quelqu'un, voire à se tuer, voire à tuer quelqu'un. J'ai travaillé à un moment donné pour une grande entreprise dans de la prévention des risques psychosociaux parce que bien des collaborateurs, dans un moment de changement important, s'étaient suicidés dans les locaux de l'entreprise, enfin des entreprises. Voilà.
Et puis, il y a bien sûr la position de vie, OK, OK. Et là, je voudrais dire un tout petit mot parce que la position de vie, OK, OK, là, on voit que les gens sont heureux, sympas, ils se tapent sur l'épaule, voilà. Mais en fait, l'idée, c'est plutôt, pour moi, quelque chose de plus basique. C'est pas tellement le fait qu'on est heureux, etc., mais c'est plutôt qu'on est prêt, qu'on a une disposition intérieure à réussir ensemble, à travailler ensemble, à résoudre des problèmes ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension, mais ça veut juste dire, quand on est dans une position OK, OK, c'est qu'on est capable de mobiliser ses ressources pour résoudre ensemble les choses et qu'on a une visée d'amélioration, de réussite, en faisant ce qu'il faut pour y réussir. Voilà. Ensuite, cette fois-ci, on a pris un autre point de vue, puisque tout à l'heure, j'ai pris le point de vue qui part de l'individu vers l'entreprise. Eh bien là, on a pris ce qui part de l'individu, de l'entreprise vers l'individu, pardon. Et à cet endroit-là, quand on regarde ce qui part de l'individu, de l'entreprise, eh bien, on va voir que la culture d'entreprise, eh bien, elle est déjà le reflet d'un groupe d'individus. À un moment donné, l'entreprise, il y a des valeurs qui sont des valeurs visibles, qui sont affichées. Par exemple, On t'entend plus, T'as, Jean-Luc. t'as coupé ton micro. j'avais les mains là, donc je, je ne sais pas. Voilà. Donc, du coup, je disais donc que la culture, elle est le reflet d'un groupe d'individus. Et donc, il y a donc dans cette entreprise des valeurs qui sont affichées. Par exemple, on le voit beaucoup, hein, je le vois dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, l'humain au cœur de l'entreprise, voilà. Et j'entends dans les couloirs ou dans une réunion ou dans un groupe de travail, ouais, mais qu'est-ce que ces collaborateurs sont cons, ou bien tiens, ouais, ces bonnes femmes qui font des gosses, bah, décidément, on ne peut pas leur faire confiance, ils ne sont pas là, etc., etc. Je ne pense pas dire trop de conneries, je pense que vous avez certainement cette expérience-là. Ou encore, on peut voir, c'est aussi très à la mode, hein, voilà, le développement durable, l'écologie, etc. Voilà, on en parle, on l'affiche, on le mesure, on mesure son empreinte carbone, mais en même temps, tout le comité de direction part en voyage à l'autre bout du monde pour un séminaire récompense. Et ça gêne personne. Voilà, et j'en passe, et des meilleurs. Évidemment, on va aussi parler du bien-être en entreprise. C'est aussi très à la mode, hein. On a choisi des thèmes, hein, qui sont très à la mode. Et pourtant, eh bien, on va envoyer des emails allez, à 22h, 23h. J'ai même vu pire. Et puis, le week-end, on va harceler ses collaborateurs. Et en même temps, on va afficher des éléments de bien-être. Voilà. Donc, voilà les choses qui vont être, tout comme tout à l'heure, on avait des croyances limitantes et des croyances renforçantes. Bien là, on va avoir des valeurs qui sont affichées, qui sont apparemment celles auxquelles on doit adhérer, celles qu'on doit suivre. Et puis, il y a des éléments invisibles. Alors, pour ceux qui connaissent la thérapie familiale, ça ressemble un peu à ce qui se passe dans les familles. Où il y a ce qui est parfois affiché, et puis il y a les règles implicites du fonctionnement de la famille. Voilà. Naturellement, dans la culture d'entreprise, on va aussi avoir l'influence des leaders. On va avoir l'influence en particulier de celui qui a fondé l'entreprise. Et puis, du ou des leaders primaux qui ont modifié significativement, hein, des éléments clés de la culture d'entreprise. Et puis là, bah, par exemple, j'ai deux petites anecdotes. Une anecdote qui vient de ma région de naissance, donc l'Auvergne, c'est l'entreprise Michelin. Et donc là, je cite un nom, mais il est tellement connu. Et donc, du coup, dans cette entreprise, je me souviens, moi, pour avoir travaillé, j'avais un oncle qui travaillait chez Michelin. Et voilà, il y avait une espèce de mythe, hein, qui faisait que vers la fin de sa carrière, voilà, le fondateur était perçu comme humble et travailleur, venant à travailler en bleu de travail, en deux chevaux, alors qu'en réalité, il venait en Mercedes et
et en costume cravate, quoi. Voilà. Donc, ce mythe du, du- du travailleur humble, voilà, était quelque chose qui était véhiculé par les salariés et qui impactait fortement les attentes, hein, par rapport aux travailleurs, par rapport aux membres de l'entreprise. Puis après, j'ai une autre histoire qui est plus, que j'ai vraiment vécue personnellement. C'est l'histoire d'une famille où le père et le parrain avaient dans leur garage, alors c'était pas Steve Jobs, hein, ni et son pote, mais c'était deux personnes qui vivaient en Alsace et qui donc avaient développé une entreprise de micromécanique. Et le fils venait de la reprendre et était en train de partir sur des marchés émergents, faisait un gros développement, avait voilà, mis en place des choses importantes et il devait faire appel à la banque, enfin à une banque ou à des banques pour pouvoir soutenir son développement. Et voilà, en travaillant en comité de direction, en fait, c'était une entreprise, il y avait un conseil de surveillance, comment? Donc, aidez-moi. Euh, Conseil d'administration. non, un conseil de, non, c'est pas un conseil d'administration, mais bon, vous avez compris. Et donc, du coup, donc le fils en était Directoire. Pardon. Ah, pardon? Directoire. Directoire. Merci, David. Voilà. Et donc, du coup, le fils était le président du directoire et il avait donc son père et son parrain et deux, trois autres personnes dans le conseil de surveillance. Et donc, le fils présente son projet, le partage, voilà, tout le monde est d'accord, tout va bien. Et puis arrive le jour où le fils invite un banquier. Premier banquier, non, pas du tout, le conseil de surveillance refuse. Deuxième banquier, conseil de surveillance refuse. Le fils est désemparé, il ne comprend pas, il se demande ce qui se passe. Il en parle à son père, il en parle à son parrain, voilà. Et ils lui disent, oui, oui, mais non, mais vrai, mais non, je n'aime pas, celui-là est comme ça. Enfin, il trouve plein de défauts au banquier. Et pour finir, ben, le projet traîne, 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 traîne. Et le fils fait appel à nous. Et du coup, nous, on vient faire un diagnostic. Et puis, un jour, on parle avec l'assistante du fils, mais qui avait été l'assistante du père et du parrain. Et comme ça, autour d'un café, c'était même pas dans une interview officielle, si je veux dire. Ah, elle nous dit, ben, de toute façon, X et Y, donc le père et le parrain, ah ben, ils ont eu des problèmes. Un jour, à cause d'un banquier, ils ont failli perdre leur entreprise. Et plus jamais ils n'ont emprunté d'argent. Ils se sont toujours débrouillés pour s'auto-financer. Et vous voyez, du coup, on avait quelque chose qui était dans l'inconscient de la culture et qui faisait qu'on résistait à un changement important parce que l'influence des leaders, en l'occurrence des deux fondateurs, faisait que inconsciemment, ils ne faisaient pas confiance aux banques. Ensuite, on va avoir aussi dans les entreprises des règles de fonctionnement qui ont été édictées à un moment donné. Vous vous rappelez que les règles de fonctionnement servent l'atteinte des objectifs, mais au bout d'un moment, on a fini par oublier. Et puis, pour finir, on met en place des règles pour mettre des règles. Et on oublie qu'il y a des procédures d'amendement et que, à un moment donné, pour finir, une règle devient un frein et qu'elle devient inadaptée au changement en cours. Voilà un petit exemple. Et puis après, il y a l'organisation. Et là, dans l'organisation, pareil, on pourrait en parler pendant des heures. Dans l'organisation, on a des modes. Et je suis maintenant assez âgé pour avoir traversé plusieurs modes. La mode du matriciel, la mode du résiliaire, la mode des entreprises libérées, la mode, bon bref, on a beaucoup de modes. Et donc, on a des gens qui viennent calquer une mode, voilà, et puis du coup, bah, ça ne fonctionne pas. Je pense en ce moment à une entreprise que j'ai accompagnée comme ça, qui avait fait du matriciel, même du matriciel de matriciel, enfin bref, c'était quelque chose qui était inextricable et qui était gravement dysfonctionnel. Voilà. Et puis, on a également aussi l'inverse, c'est-à-dire des entreprises qui vont rester enquistées, qui vont maintenir leur mode d'organisation, alors que, en réalité,
ce mode d'organisation n'est plus adapté aux besoins de l'entreprise. Voilà, je ne vous parlerai pas d'un exemple de la SNCF où on a retrouvé des années après une observation qu'on faisait sur les trains. On ne savait plus à quoi ça servait, mais on la faisait quand même. Ça prenait beaucoup de temps à différentes personnes et ça finissait aux archives jusqu'au jour où le consultant qui m'a raconté cette anecdote, en discutant avec des anciens de la SNCF, a appris que c'était pendant la guerre des gens qui regardaient les trains pour savoir quel train on mettait des mines ou des bombes, enfin, quel train on sabotait ou pas. Voilà, donc en fait, on va s'apercevoir qu'une organisation, elle peut rester figée et qu'on finit par oublier pourquoi on fait ça. Voilà. Et enfin, il y a les personnes, l'ensemble des personnes, l'ensemble de leur système de croyances qu'on a en face dans cette diapo, et qui vont faire qu'à un moment donné, quand je propose à ces personnes un changement, ça peut venir les chercher par la pression de la culture, par la pression des changements, ça peut venir les chercher dans leur scénario individuel et aller soit mobiliser leurs croyances renforçantes, donc là c'est bon, on y reviendra tout à l'heure, ça peut devenir des agents de changement, et au contraire, ça peut aller chercher leurs croyances limitantes. Et là, donc, ça va devenir des gens qui vont résister activement ou passivement au changement engagé. Petit clin d'œil, je ne le développerai pas beaucoup, mais du coup, on revient, vous voyez, avec du coup une petite illustration de ce qu'on est en train de nommer. C'est qu'on va avoir à gauche la personne avec ses états du moi, mais aussi avec ses positions de vie, ses drivers, ses types de transactions, etc., etc. Voilà. Et de l'autre côté, on va avoir un élément du schéma de Fox que vous voyez à droite, et un petit élément du schéma de Fox qui est celui présenté par Berne à propos de la culture et qui nous dit que la culture, c'est 3 éléments qui ressemblent à 3 états du moi, du coup, la technique, l'étiquette et le caractère. Je vais commencer par, pas dans l'ordre du schéma, mais dans l'ordre d'Eric Berne. La technique, bien, c'est l'ensemble des procédures, process, méthodes. En fait, c'est tout le cœur des métiers ou du métier de l'entreprise qui font que les personnes, on va dire, ça correspond globalement à l'état du moi adulte et qui fait qu'à un moment donné, les personnes vont engager tout leur bon sens, leurs bonnes pratiques dans la résolution des problèmes de l'entreprise pour réussir à effectuer sa mission. Et puis, tout ça, c'est sous-tendu par un ensemble de valeurs, de représentations, de mythes, je l'ai dit tout à l'heure. Et ça, on va parler de l'étiquette. Et à noter au passage que Eric Berne a mis le mot étiquette au sens de la cour du roi Louis XIV et il l'a mis en français dans le texte. Voilà. Et enfin, il y a le caractère, et le caractère qui correspondrait plutôt à l'état du moi enfant, et qui est en fait toutes les possibilités de déroger à l'étiquette, tout ce qui est permis, vous voyez, entre la règle et les permissions, les ajustements de la règle, qui fait qu'on peut prendre des initiatives, être plus agile, etc., etc. Et donc voilà, rapidement, vous voyez, une manière de regarder comment on va pouvoir travailler entre la culture, qui est donc le scénario de l'entreprise, on va dire, et l'individu avec son scénario de personne. Et voilà pour cette première partie. À vos questions donc. En tout cas, déjà, merci Jean-Luc pour la richesse de ce que tu transmets, de ce que tu donnes en exemple. Voilà, c'est toujours riche, même si j'ai préparé avec toi le PowerPoint. En tout cas, voilà, tu rajoutes toujours des petits mots différents, etc. Enfin, du coup, merci. Welcome. Du coup, maintenant, c'est un peu à vous parce que c'est vrai que Jean-Luc a expliqué un certain nombre de choses. Peut-être si vous avez des questions, si vous voulez partager peut-être une expérience. Je sais qu'il y a des intervenants, alors peut-être qu'il y a des expériences à partager par rapport à ce sujet-là.
Ouais, je vous... Ouais, vas-y, Vous m'entendez? Jean-Marc. Ouais. Ouais, ouais. Euh, je pense à un type d'entreprise particulier, la fonction publique, puisque j'en fais partie, ou par exemple la notion de conduite du changement. Il y a dans l'inconscient collectif de l'entreprise le fait que euh, un certain nombre de repères sont immuables. Euh, les agents sont intimement convaincus qu'il y a certains aspects de l'entreprise. Il n'y a même pas lieu de se poser la question si on peut le changer, parce qu'on sait qu'on ne peut pas le changer. C'est comme ça ne dépend pas de nous. Et enfin, ça, c'est encore un état d'esprit particulier. Alors que à la pause café, on peut tout à fait discuter du fait que c'est pas adapté, que c'est par exemple pas performant, mais tout en sachant que, en gros, ce n'est pas possible de changer parce que c'est une décision d'État, c'est comme ça depuis des décennies et ça ne peut pas changer. Donc, je pense que entre le privé et le public, il y a des nuances par rapport à ça qui fait que peut-être le changement est perçu comme étant plus accessible dans la sphère privée. Mais voilà, c'est juste. Oui. Bah, en tout cas, merci Jean-Marc de ton témoignage. J'ai, dans ma carrière, fréquenté un certain nombre d'entreprises, du public au privé, hein. J'ai commencé ma carrière plutôt dans le domaine public, hôpitaux, éducation nationale, santé, médico-social, etc., etc. Puis j'ai plutôt fini ma carrière dans les entreprises pures et dures. Et du coup, tu vois, quand tu évoques ça, eh ben, en fait, tu parles de la culture, et en particulier connaissant ton entreprise, hein, voilà, il y a des choses, c'est vrai, qui sont immuables, et je sais combien des personnes en souffrent, voilà, parfois même jusqu'à faire du burn-out, parce qu'en fait, la tension entre ce qu'on leur demande et euh, les exigences et l'inconfort du métier peut amener les gens dans des tensions très fortes. Voilà. Et donc ça favorise pas le changement. C'est pas facile de changer. Voilà. Si tu regardes l'hôpital, par exemple, on va pas faire l'analyse de l'hôpital ce soir, mais je connais l'hôpital, moi, depuis, allez, 1984-85, et j'entendais encore récemment quelqu'un dire, ben, ça fait 30 ans qu'on fait des plans d'accompagnement du changement dans l'hôpital, mais ça ne change pas. Voire même, disait la personne, c'était un médecin connu, ben non, c'est encore pire. Voilà. Voilà. Donc oui, voilà un bon exemple. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres marques, d'autres Bah, sur... moi, j'ai une question à poser, c'est à Jean-Marc. Du coup, est-ce que tu peux donner des exemples parce que je vois pas trop, de ce que tu viens de dire, pour essayer de voir un peu plus. Euh, alors, sans rentrer dans les choses trop techniques, il y a eu au sein de la fonction publique, il y a eu, dont moi je travaille dans l'aviation civile, dans le domaine du contrôle aérien, et il y a eu une séparation des pouvoirs qui a été mise en place. C'est-à-dire qu'avant ça, les services de la navigation aérienne étaient du même coup responsables de l'application des règles, c'est-à-dire le contrôle aérien, il dit à un avion de tourner selon un certain nombre de règles, d'appliquer des règles, et donc on est quelque part un peu on est à la fois régulateur, c'est-à-dire c'est nous qui avons la compétence pour dire quelles sont les règles bonnes à appliquer pour euh, euh, fournir le service de sécurité dans le ciel. On avait aussi la publication de ces règles, donc on avait à la fois la mission finalement, on avait les trois pouvoirs, c'est-à-dire et aussi on avait aussi la possibilité dans d'autres services de contrôler le fait que les pilotes respectaient les règles. Donc il n'y avait pas de séparation des pouvoirs entre guillemets. Et puis ça faisait pas très joli, alors bon ça fonctionnait très bien, mais donc ils ont décidé de créer une autorité de surveillance prétendument indépendante, qui est censée veiller au respect, au fait qu'on applique correctement les règles éditées par l'État. Ok. Ça peut paraître sensé, sauf que pour vérifier extrêmement précisément que des règles de contrôle aérien sont correctement appliquées, dès qu'on conduit un changement, eh ben, il faut la compétence d'un contrôleur aérien. Donc au début, ça allait bien, c'est-à-dire que le service s'appelle la DSAC, l'autorité de surveillance de l'aviation civile. Il y avait pas mal de transfuges contrôleurs aériens dans cette autorité, donc ils avaient
à la fois la compétence juste de valider, ils apprenaient la compétence de valider un processus, la conformité, et ils avaient leur background de contrôle aérien qui fait qu'ils étaient aussi, partie prenante et ils savaient de quoi ils parlaient. Et puis, de plus en plus, ce sont des gens qui sont extérieurs, qui sont recrutés, dont l'unique compétence est de déterminer si oui ou non un changement est conforme à la norme. Point. Ils n'ont aucune compétence pour juger sur le fond de la pertinence du changement, le contenu réel, qui va être ce qu'on va appliquer pour assurer la sécurité. Donc on en vient à ce truc ubuesque où parfois il y a la conduite d'un changement, le truc est retoqué parce qu'il n'est réputé pas conforme à la norme, alors qu'on peut produire un changement qui est parfaitement conforme à la norme, mais qui est parfaitement dangereux. Oui, ok. Donc l'organisation, voilà, donc on a un grand process qui peut partir d'une bonne intention, la séparation des pouvoirs, mais à la fois celui qui vérifie que ça se passe bien et celui qui est l'opérateur de bout de chaîne qui applique, donc on est les deux. Et donc on a voulu nous enlever une de ces compétences, sauf que c'est un peu plus compliqué que vérifier qu'une cuillère est conforme au cahier des charges, que de vérifier par exemple que si je crée une nouvelle procédure en basse altitude pour des hélicoptères de sauvetage, et que je montre qu'elle interfère avec des procédures de vol aux instruments des avions commerciaux, évaluer la notion de danger, est-ce que ce changement, il faut le conduire, il ne faut pas le conduire, si oui, comment on l'applique, tout ça, c'est un ensemble de compétences, dont celle de contrôle aérien qui est nécessaire, et pas juste de dire, je fais une étude de sécurité qui fait 40 pages, enfin 40 pages hors taxe, et puis à la fin, je peux prouver que c'est conforme à la norme ou que c'est pas conforme à la norme, mais indépendamment du fond. Peut-être que je vais mettre deux avions l'un dans l'autre à 10 pieds, mais ça, c'est pas dit dans le bouquin. Les mecs sont pas compétents pour juger de ça. Donc voilà, c'est un exemple. Ok. J'espère ne pas avoir été trop technique. Ça va. Alors, Moi, ça va. je sais pas, mais en tout cas, c'était compréhensible. Merci, merci Jean-Marc. Jean-Luc, par rapport à ces questions secteur public, secteur privé, pour le coup, moi, j'ai travaillé pendant longtemps dans un secteur qui a longtemps été public puis qui est devenu privé. J'ai l'impression, je pressens et j'aimerais une confirmation de ta part que dans les secteurs très administrés, et donc qui ne sont pas seulement publics, il y a un genre dans la culture de l'entreprise, pour le coup, il y a une culture du process, et c'est quelque chose que j'aurais mis du côté de l'étiquette, si on reprend les états du mois dont tu parlais tout à l'heure. Eh bien, excellent. Alors, pour moi, c'est une dérive. C'est ce que vient de dire Jean-Marc. C'est C'est-à-dire qu'à ça. un moment donné, on fait une analyse qui est plutôt dans la technique, on modifie quelque chose, et puis d'un seul coup, on en fait une règle, et du coup, ça va passer dans l'étiquette, on va en faire un dogme, et du coup, ce dogme n'est plus adapté à la réalité, et ça empêche le changement, voire même c'est nuisible. Ça me fait Ok. penser dans un autre métier, hein, pour ceux qui connaissent eh ben, tiens, les groupes d'analyse de pratique. Dans les ancêtres des groupes d'analyse de la pratique, il y a ce qu'on appelle les groupes Balint. Docteur Balint était un psychiatre qui s'est occupé de travailler avec des médecins par rapport à leurs angoisses dans leur métier. Il était psychanalyste aussi, il était médecin et psychanalyste. Et donc, il a mis en place un process qui faisait qu'en fait, il faisait de la psychanalyse de groupe. Enfin, je caricature un peu, hein, pardon, pour les puristes. Et puis, finalement, c'est devenu des groupes de parole pratiqués par des psychologues qui étaient plus des psychanalystes, puis des gens formés au groupe de parole. Et pour finalement finir, ça n'a plus rien à voir avec le travail de Balint qui voulait aller chercher quelque chose de l'histoire de vie de la personne et de son inconscient. C'est-à-dire qu'on a détérioré quelque chose. Ça me fait exactement penser à ce que dit Jean-Marc. Voilà. Est-ce que ça répond à ta question, Damien? C'est parfait. C'est parfait, merci. J'ai pas d'autres questions dans le chat, donc si ça va à tout le monde, je vous propose de reprendre le cours de la présentation. Eh bien, allons-y. Alors, du coup, à cet endroit-là, l'idée, c'est de regarder, puisqu'on a tout compris, pardon, hein, je suis bien conscient que c'est quelque chose d'immense, hein, et en même temps, voilà, on a essayé
en travaillant en équipe, hein, de synthétiser tout ça pour vous le présenter de manière la plus légère et la plus, voilà, en même temps précise possible. Donc là, on va plutôt parler maintenant, ben voilà, on a à peu près compris comment ça marche et on va regarder ben, le changement. Alors, il y a plein de choses, hein, on pourrait dire plein de choses sur le changement, mais là, on va le prendre sous la lorgnette, hein, sur le point de vue du croisement des histoires de vie des personnes, des membres et de la culture d'entreprise. Et donc, on va prendre juste un des éléments qui est en réalité la partie de l'histoire de vie personnelle des employés, des collaborateurs, hein, sur l'adaptation au changement. Et finalement, on va voir que je parlais tout à l'heure de flexibilité. Petit clin d'œil pour les puristes ou les personnes qui connaissent l'analyse transactionnelle. Eric Berne parlait de la fluidité des états du moi. En réalité, si on regarde les états du moi comme un flux d'énergie psychique, un flux d'informations, hein, qui nous traverse, et au moment où je vous parle, j'ai des sentiments, j'ai des sensations, j'ai mes valeurs, j'ai mon adulte, je vous écoute, j'ai mon truc. Vous voyez, enfin, je pilote plusieurs choses à l'intérieur de moi en même temps et j'ai une certaine fluidité, une certaine flexibilité. Au contraire, dans d'autres moments, eh bien, quelqu'un pourrait être au contraire résistant, dogmatique, etc., etc. Et donc, du coup, dans l'accompagnement du changement, c'est bien un des éléments clés, puisque pour finir, quand on fait un changement en entreprise, ben, on ne peut pas parler à l'entreprise. On ne peut pas voilà, dire, bon, Madame l'entreprise, viens ici, ou Madame l'institution, ou je ne sais pas quoi. Voilà, c'est bien des personnes, c'est bien incarné par des personnes. Et ces personnes, elles ont bien une histoire, vous voyez. Et donc, du coup, on va rencontrer bah, un peu ce que j'évoquais tout à l'heure. Il y a des gens qui vont être avec des croyances renforçantes, de l'ouverture, des permissions, de la curiosité, etc., de l'énergie libre. Et donc, ces personnes vont être plutôt des innovateurs, intéressés, cherchants, ouverts, etc., etc. Et du coup, ces personnes qui sont ouvertes, qui ont de l'intérêt, de la curiosité, vont s'opposer à des personnes qui sont plutôt des conservateurs, qui sont plutôt ancrés dans des dogmes, qui vont avoir, voilà, dire, ben là, ça a toujours été comme ça, on a toujours fait comme ça, nos parents ont déjà fait comme ça, nos ancêtres ont déjà fait comme ça. Moi, je pense que, voilà, vous le savez aussi bien que moi. Et ces personnes-là donc, vont pouvoir potentiellement être en conflit dans les périodes d'accompagnement du changement. Ensuite, on va avoir aussi des personnes qui sont plutôt on va dire des pragmatiques, vous voyez, des personnes voilà, qui ont bon sens, on pourrait même parler peut-être du bon sens paysan, voilà. Et donc, eux, ils vont regarder, mais finalement, est-ce que ce qu'on nous propose là, c'est concret? Est-ce que ça me parle? Est-ce que c'est palpable? Alors après, ça dit, vous voyez bien, je suis en train de dire des choses de l'histoire de vie de cette personne-là. Il y a des gens qui aiment beaucoup partir dans la pensée, dans l'absolu, dans l'abstrait, et d'autres, au contraire, qui sont dans le concret ou dans l'émotionnel. Voilà. Et donc, ces gens-là, si ils s'aperçoivent que les choses sont palpables, alors ils vont s'engager dans le changement. Mais si au contraire, c'est un peu flou, si c'est pas clair, alors ils vont rester sceptiques. Et au mieux, ils ne s'opposeront pas au changement. Et puis, il y a des résistants passifs. Alors, il peut y avoir des résistants actifs, hein, on ne l'a pas indiqué. Hein. C'est souvent quand il y a des tensions et des conflits, mais très souvent, la résistance, elle se fait passivement. Les gens n'expriment pas leur désaccord. Vous voyez, je parlais récemment avec un confrère en supervision, une consoeur plus exactement, et elle me parlait d'un groupe d'analyse de pratique qu'elle pilote. Et non, un groupe de supervision, je crois. Et elle me disait qu'elle a été nommée par le dirigeant. C'est dans le milieu médico-social. Et ce dirigeant donc a imposé de l'analyse de pratique. Il a imposé la présence des personnes.
Et donc, eh bien, elle se retrouve pendant 1 heure et demie avec des gens qui ne parlent pas. Ils ne disent pas un mot. Alors, elle essaie vous voyez, de stimuler des gens, etc. C'est extrêmement douloureux pour elle, d'ailleurs. Mais du coup, les gens font de la résistance passive à l'obligation du dirigeant qui a imposé cette analyse de pratique. Et donc, pendant cette séance de travail, elle me demandait comment faire. Et je lui ai d'abord, alors évidemment, j'ai essayé de l'aider, elle, à regarder qu'est-ce qui se passait avec sa propre histoire de vie. Alors, ça lui a évidemment rappelé des choses de son enfance, où voilà, elle pouvait avoir, à un moment donné, des gens qui ne lui donnaient pas de réponse ou qui ne lui parlaient pas. Mais surtout, je l'ai amené à regarder quelque chose de son contrat et d'aller interroger le contrat qu'elle avait avec le dirigeant et qui imposait quelque chose que manifestement les collaborateurs avec lesquels ils n'étaient pas d'accord. Et ça analysait aussi quelque chose de l'autorité du groupe, où finalement il y avait des clans, parce qu'elle s'est aperçue que quand certaines personnes étaient absentes, alors la parole se libérait. Bref, donc on va parler de résistance passive à cet endroit-là. Et puis, tiens, je m'aperçois qu'il y a une petite faute, c'est le 4e élément. Eh bien, il y a des agents de changement qui, indépendamment de leur position hiérarchique, qui ont, voilà, à l'intérieur de ces prédispositions, voilà, voilà, à la flexibilité, à la souplesse, qui peuvent être aussi un peu proches des innovateurs, et en fait qui voient le changement comme une opportunité, qui voient comme une opportunité de croissance, une opportunité d'apprentissage, etc. Et du coup, on va pouvoir s'appuyer sur ces personnes comme agents de changement. Et donc, très souvent, quand on intervient dans les entreprises, on pourra y revenir dans la notion de diagnostic, eh bien, on va s'apercevoir que ces personnes-là, en réalité, sont des personnes qui sont des ressources sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer. Voilà. Je vais illustrer ça un peu. Je me suis noté un petit cas là d'une entreprise de technologie, vous voyez. Jean-Luc, je me Oui, permets, avant ton exemple, parce que ça répondra peut-être à la question. On a oui. dans le chat Nadia qui pose une excellente question. Elle dit, lorsque vous avez affaire à une organisation de taille qui avoisine les 1000 personnes, la part inconsciente des individus peut être multiple. Comment intervenez-vous pour agir sur cet aspect du problème? Cela semble impossible. Donc, j'entends Merci. là effectivement le nœud, celui qu'on propose d'essayer de résoudre ce soir, c'est quelle place on laisse à l'individu, quelle place on laisse au collectif, comment l'un représente l'autre. Et je trouve que cette question peut être répondue à plusieurs moments du webinaire, et peut-être dans ton exemple, et c'est pour ça que je te Ouais. la pose maintenant. Bravo, bravo, bravo. Ben, je reconnais bien Nadia dans sa finesse. Mais déjà, un élément de réponse, eh bien si, dans une entreprise de 1000 personnes, certes, les imagos, donc les représentations d'un ensemble de collaborateurs pourront être différentes. Et d'ailleurs, ça fera ce que je disais tout à l'heure dans ce petit groupe dont je parlais d'analyse de pratique de ma consoeur, ben, des clans qui vont s'opposer les uns aux autres, qui vont faire des jeux de pouvoir, éventuellement des jeux de système, qui vont s'annuler. Voilà, ça va occuper une partie de l'énergie d'ailleurs de l'entreprise. Au lieu qu'elle soit orientée vers l'activité, elle sera orientée dans des jeux de système, des jeux psychologiques ou des jeux de pouvoir qui sont plus graves pour moi. Et dans la culture de l'entreprise, alors je reviens à ce que j'évoquais tout à l'heure, j'ai parlé à un moment donné de Mintzberg. Vraisemblablement, l'entreprise dont vous parlez, Nadia, est une entreprise instrument qui doit avoir des actionnaires quelque part, qui doivent chercher à contrôler l'activité des personnes à travers des procédures, hein, comme l'évoquait Jean-Marc. Et donc, on va certainement avoir ici, voilà, en tout cas, une action complexe d'accompagnement du changement. Voilà, ça me fait penser à un grand groupe dans lequel je suis intervenu, voilà, il y a quelques années, où j'ai fini par travailler pour la direction générale du groupe, qui avait un grand nombre d'usines, et y compris, je dirais, dans le monde entier. Et c'est vrai que, alors là, c'est un plan d'accompagnement du changement un peu complexe, où il va falloir multiplier les
les niveaux, les sources, les objets, les endroits de travail. Et pour vous dire, vous savez tous et toutes que j'ai deux grands métiers, on va dire, hein, le changement des personnes à travers la psychothérapie, le changement des systèmes à travers la thérapie familiale et le consulting ou l'accompagnement du changement. Et en réalité, pour moi, si on veut faire un vrai changement qui va permettre de changer au fond et de manière durable, alors ça ne peut pas se faire en 1 an, ça ne peut pas se faire en 2 ans. À partir de 3 ans, on peut commencer à en parler. Et à mon avis, ça va jusqu'à 5 ans. Voilà. Donc, c'est déjà un petit élément que je n'avais pas prévu de dire, mais voilà, je le nomme. Et pour revenir à mon exemple de l'entreprise technologique dans laquelle un jour je suis intervenu, en fait, le leader voulait mettre en place une culture innovante. Et en fait, sa manière d'innover a été d'introduire une tolérance à l'échec en introduisant la prise d'initiative et finalement en permettant l'échec dans un endroit pourtant très précis, puisque c'était des nouvelles technologies. En fait, il a permis aux gens d'apprendre, il a permis aux gens de se sentir compétents, d'avoir le droit de se tromper, d'apprendre, etc. Et il a vraiment amené un changement important et rapide dans l'implémentation de la nouvelle technologie. J'ai une autre entreprise où j'ai un petit exemple, qui est une entreprise plutôt manufacturière, où le PDG, qui était marqué par une enfance où le travail acharné était valorisé, ça pourrait me faire penser à quelqu'un que je connais bien. Et donc, dans cette entreprise, voilà, il a imprimé cette valeur dans la culture d'entreprise. Mais lors d'un changement qui visait à mettre de l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, eh bien, au contraire, cette culture s'est avérée être un obstacle. Et finalement, les employés, hein, les collaborateurs de l'entreprise, percevaient les nouvelles politiques comme allant à l'encontre des valeurs de l'entreprise. C'est eux-mêmes qui s'opposaient à ce que le dirigeant, le PDG, voulait mettre en place, parce que voilà, il disait, mais non, ça va pas, on doit travailler, quoi, on ne travaille pas assez, les jeunes ne travaillent pas, c'est quoi ces trucs? Et finalement, lui qui voulait introduire ce changement, eh bien, a vu ses collaborateurs voilà, se mettre en travers de sa route. Bon, après, on a rectifié le tir, hein, mais pendant tout un temps, ça a été extrêmement compliqué et il a fallu faire intervenir dans différents groupes de travail, groupes de parole, y compris grands groupes, le dirigeant, et qu'il a fallu que lui donne l'exemple. Voilà. Voilà. Alors, après, on va passer à cet élément-là qui est en fait, quand on regarde toujours la même dynamique, hein, le fait de croiser les histoires de vie et la culture d'entreprise, eh bien, on va regarder comment, pour finir, on va aligner l'histoire de vie et l'histoire de l'entreprise. Et là, du coup, on va regarder comment finalement, et c'est là qu'on a essayé de faire un schéma, c'est le moment où il y a du désalignement. Voilà, on a montré ici voilà, des gens qui crient dans tous les sens, des problèmes qui sont emmêlés, voyez. Et du coup, partant de là, comment est-ce qu'on fait? Et là, je vais vous donner un petit exemple. Voilà, c'est que pour faire ce changement voilà, de culture durable, eh bien, je vais vous parler d'une culture d'entreprise, par exemple, où dans le secteur de l'énergie renouvelable, une entreprise qui avait des valeurs, qui voulait amener des valeurs environnementales, eh bien, finalement, pour implémenter cette nouvelle valeur, on a écouté les valeurs des employés, on a pris en compte leurs histoires, et au final, dans cette dynamique-là, on a fait des ateliers participatifs, on a demandé aux personnes, à titre personnel, quelles étaient leurs valeurs. Et pour finir, à travers tous les ateliers, à travers tous les ajustements d'imago de groupe, c'est dégager une imago collective
que les dirigeants ont fini par intégrer dans les nouvelles valeurs de l'entreprise. Voilà, donc on a ici des exemples qui vous montrent voilà, comment on peut intégrer les valeurs des personnes quand elles rentrent en contradiction avec celles de l'entreprise. Et il y a une petite diapo là. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez vécu déjà des choses comme ça? Est-ce que voilà, vous avez un témoignage éventuellement? Non? Pas de... Oui, moi, enfin, ça me fait penser à un groupe familial en forte croissance avec plusieurs filiales, un dirigeant de 80 et quelques années, beaucoup d'évolution finalement dans ce business, des responsables d'unités de BU qui aujourd'hui, passablement, pourraient nourrir un imago différent. Et Oui, un échange que j'ai eu récemment où il y a un vrai point de tension où il s'agit pour le dirigeant de lâcher quelque chose ou d'intégrer en fait cet imago possible au niveau des BU dans la culture, quoi. Et moi, ce que je sens à date, c'est vraiment la résistance parce qu'il y a une question de pouvoir en fait, hein. Alors, je repense au schéma de Fox. Je sais pas à quoi tu le rattaches, tu vois, mais c'est du côté du leadership et de ce pouvoir-là, comme un pouvoir qui a intégré l'imago de l'ensemble des partis pour aller vers un changement de la culture, c'est lâcher quelque chose dans le pouvoir, enfin, c'est modifier quelque chose dans le pouvoir, quoi. Et ça oui. me fait penser, enfin, je me dis, cette personne a 80 et quelques années et sa fille, et voilà, sera prendra la suite. Et j'en arrive là, en écoutant tout ça, à me demander si, tant qu'il est là, c'est possible, en fait. Si finalement les résistances vont pas durer jusqu'à, tu vois, enfin, voilà. Merci de ton C'est témoignage. possible, enfin, si avec cette histoire familiale et cette question générationnelle aussi, si finalement le changement arrivera vraiment en sa présence, tu vois. Excellent. Ça me fait penser à deux choses, ce que tu évoques. Ça me fait penser à un principe que je pense pas que j'avais pensé à nommer, et merci, puisque du coup, ça me permet de le nommer. C'est qu'en fait, et nous nous sommes aperçus, quand nous avons fait comme ça des missions d'accompagnement du changement, que parfois, le commanditaire du changement est le principal obstacle au changement. Euh, Mm. Surtout si c'est un ancien dirigeant qui est là depuis longtemps. Alors, ce qui parfois amène enfin, certains actionnaires ou en tout cas certains autres commanditaires supérieurs à enlever la personne qui pourrait bloquer le changement. Et du coup, c'est une solution. Voilà, on fait le vide, hein, on enlève les personnes qui seraient aux manettes. Alors, du coup, je vois Manuel qui est là et je pense à des expériences communes qu'on a pu avoir dans des actions de libération d'entreprise. Voilà. Et en même temps, je ne suis pas persuadé que c'est toujours la bonne solution. Ça peut être une bonne solution. Et en fait, ça me fait penser à d'autres actions que j'ai conduites, Sandrine, et où je pourrais le dire comme ça, en fait, on a pu faire, parce que là tu parles d'un père et de sa fille, on a pu faire pratiquement de la thérapie familiale. Mm. C'est-à-dire que, et je pense à des actions que tu conduis en ce moment, Agnès, dans un système dans l'ouest de la France, où finalement, ben, le travail sur le système familial, y compris parfois éloigné, s'ils ont des actions, des choses comme ça, va être un point clé pour l'accompagnement du changement. Mm. Euh, J'étais effectivement avec ça quand j'ai entendu Sandrine, que bah, même dans une famille et même quand les parents veulent transmettre un patrimoine personnel et professionnel, bah, on se rend compte que bah, là où les parents imaginent que la culture qu'ils ont pu distiller à leurs enfants est évidente. Et quand on fait juste un imago, et même après 2 ans d'accompagnement que sur le système familial, c'est-à-dire les parents et les enfants, et ben que les histoires que les enfants ont vécues, leur scénario de vie, ben peut
comment dire, euh, les parents tombent des nues, les parents peuvent ne pas comprendre, et c'est assez intéressant, en tout cas, d'accompagner jusqu'à ce que le projet s'affine et puisse aller vers cette transmission. Voilà. Mais ça prend du temps. D'autres témoignages ou questions? Non? Plus de remarques, plus de questions? Rien dans le chat, en tout cas, je pense qu'on peut prendre la suite. Je Ok. voulais juste, Ah, oui, bienvenue. Ah, pardon. oui, juste ajouter que aussi c'était important, euh, le sens est important en fait aussi dans cette démarche de changement, c'est-à-dire que pour les personnes intégrer un changement, c'est important aussi s'il a du sens aussi, Oui, ce changement. tout à fait. C'est Corinne qui parlait? Oui, c'est Corinne. Ok, Ce ok. que tu disais tout à l'heure, Jean-Luc, sur le fait d'impliquer les personnes aussi en les, en les questionnant sur leurs propres valeurs et ensuite en Excellent, Corinne. C'est la diapo d'après. Bravo. désolée, désolée. Ok, Excellent. bon, ben voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Voilà, génial. D'autres personnes, d'autres questions, d'autres remarques? Non? Allez. Ce Alors, que j'avais peut-être hop, envie de dire, Jean-Luc, pour le coup, c'est d'où l'importance quand on travaille enfin, quand on est dans l'entreprise ou quand on accompagne, ben d'accompagner le dirigeant. Enfin, je pense à ça parce que si le dirigeant n'est pas aligné lui-même en tant qu'individu, comment peut-il accompagner le changement qu'il voudrait voir dans son système? Enfin voilà, j'étais avec ça, donc je le partage. bien sûr, tout à fait. On y reviendra, hein, je le dis d'ores et déjà, mais quand on va parler à un moment donné, très brièvement, hein, des 5 niveaux de fonctionnement d'une entreprise et donc d'intervention dans une entreprise, en tout cas, pour moi, ce que je recommande, c'est que quand on veut faire une action de changement voilà, qui a une chance d'aboutir, alors il faut agir à 3 niveaux logiques hein, de l'entreprise et à 3 niveaux hiérarchiques pour pouvoir implémenter le changement. Hein. Déjà, je dirais, sur le plan formel. Après, il y a des méthodologies, évidemment, qui nous permettront d'y accéder. Alors, si je regarde, bah, du coup, pour répondre en partie à Corinne, c'est que quand on regarde le changement qui va tenir compte de l'histoire de vie, voilà, eh bien, ce qu'on a essayé de représenter ici, en fait, c'est que on va regarder comment on peut implémenter, intégrer les valeurs personnelles des collaborateurs dans la culture d'entreprise. Et du coup, dans cet exemple-là, on vous a représenté hein, le fait qu'une culture d'entreprise, elle évolue pour qu'elle évalue d'une manière durable. Eh bien, si on n'intègre pas les histoires personnelles des collaborateurs, bah, de mon point de vue, dans mon expérience, ça ne tiendra pas de manière durable. Et donc, il va falloir que, vous voyez, on a essayé de le représenter, chacun avec sa couleur, avec ses valeurs, ses ressources, ses compétences, ses croyances, ses motivations, voilà, qu'on a appelé VR2CM, voilà, vers une valeur de l'entreprise. Et c'est bien parce qu'à un moment donné, on va mettre en perspective l'ensemble des valeurs des collaborateurs. Donc, attendez, je regarde juste celle d'après. Voilà, hop, 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 voilà. En fait, euh, pour moi, c'est bien parce qu'à un moment donné, l'imago de l'entreprise va évoluer avec l'évolution des imagos, c'est-à-dire imago, hein, pour ceux qui ne seraient pas familiers du terme, c'est un ensemble de représentations dans beaucoup de dimensions hein, qui va faire qu'à un moment donné, si on prenait une équipe de sport, eh ben, à un moment de faire la passe, je sais où est la personne parce que c'est engrammé hein, dans mon cerveau. Je n'ai même pas besoin de regarder s'il est là, je sais qu'il va être là. Okay. Donc
la connaissance fine des valeurs des autres, des comportements des autres, des faiblesses des autres, des points forts des autres, etc., plus ça va être ajusté, alors plus l'entreprise va pouvoir, je dirais, entamer, mettre en place un changement durable. Et pour ça, voilà, il y a marqué une entreprise de l'énergie renouvelable. Dans cette entreprise, à un moment donné, vous voyez, à un moment, le dirigeant de l'entreprise, il a mis en place quelque chose. Je suis en train de chercher ma page. Voilà. Non, c'est pas la bonne. Tant pis, je vais le dire de mémoire. En fait, dans cette entreprise-là, le dirigeant, il a eu l'idée d'aller chercher toutes les valeurs de ses collaborateurs. C'est-à-dire qu'on a mis en place des ateliers, des groupes de travail, éventuellement parfois sous forme de Word Café, où les gens ont pu donner chacune leurs valeurs, leur représentation. Et tout à l'heure, tu parlais du sens, Corinne. Donc, du coup, construire un sens qui avait du sens pour moi et qui avait du sens pour l'autre. Ils ont pu s'ajuster, échanger, dire leurs désaccords. Vous voyez, ça a pris du temps. Mais pour finir, à la fin, eh bien, voilà, ils ont produit quelque chose et c'est quelque chose qui, pendant longtemps, a pu être durable et je pense que ça a été un changement assez remarquable. Voilà le premier exemple. Ensuite, on a ici un autre point de vue qui est le fait que finalement, quand on réfléchit, et ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup marqué dans ma carrière. C'est le fait que finalement, une entreprise, alors là, on a donné un exemple, on va dire négatif, hein, mais en fait, une entreprise, elle va recruter des collaborateurs qui lui ressemblent. Si à un moment donné, je suis ouvert, intuitif, flexible, alors je vais certainement recruter des gens qui sont ouverts, intuitifs, flexibles. Mais si, par exemple, l'entreprise survalorise la compétition, survalorise le struggle for life, voilà, ok, pardon pour mon anglais, et bien du coup, voilà, on a essayé de leur présenter là, hein, voilà, où finalement les gens sont tous dans la compète. Eh bien, on va aller chercher des personnalités. Alors, on en a sélectionné un certain nombre, hein, pardon, mais qui ont des égos surdimensionnés, qui ont de la rigidité de pensée, etc., etc. Et malheureusement, je l'ai rencontré dans de nombreuses entreprises. Et du coup, à cet endroit-là, la, la difficulté, hein, pour l'accompagnement du changement va être de faire évoluer ces personnes-là. Et c'est parfois difficile, voire en tout cas impossible. Voilà. Ensuite, si on regarde, on va regarder, on va regarder comment mettre en place une flexibilité et une personnalisation des parcours professionnels. En fait, pour moi et pour nous, à cet endroit-là, l'idée, c'est d'aller recruter des personnes qui vont être dans le flow, qui vont avoir des compétences, des soft skills, hein, des compétences non techniques, qui vont avoir le sens de la responsabilité, du self-leadership, qui vont avoir des ingrédients ou déjà de l'autonomie. Et du coup, je vais vous donner un exemple qui est l'exemple d'une entreprise pharmaceutique dans laquelle j'ai travaillé. Et dans cette entreprise, les employés ont à un moment donné, à travers un diagnostic que j'avais conduit, et qui suivait une enquête sociale au sein de l'entreprise,
un fort besoin d'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Et l'idée, c'était d'ajuster les horaires, voilà, de choisir des horaires de travail ou choisir des projets qui correspondaient à leurs besoins. Et petit à petit, cette entreprise, et j'ai découvert, moi, quelque chose d'ailleurs à cette époque-là, quelque chose qui s'appelle Employees Assistance Programme, qui existe dans certains pays. Et finalement, on a mis en place dans cette entreprise des éléments de support qui allaient jusqu'à doter, je dirais, une certaine somme d'argent qui était entre les mains du DRH et qui faisait que, par exemple, un nouvel employé, c'est une entreprise, c'est une grande entreprise pharmaceutique. On en a entendu parler au moment de la Covid, qui avait des gens qui venaient du monde entier, qui est situé dans l'ouest de la France. Et du coup, vous voyez, dans cette entreprise, à un moment donné, il y a des gens qui arrivaient des États-Unis, du Danemark ou je ne sais pas où. Et du coup, ils arrivaient avec leur famille. Et donc, on allait jusqu'à prendre en charge, pourquoi pas, une thérapie familiale, du soutien scolaire, l'apprentissage de la langue, des rencontres dans les lieux de rencontre, vous savez, de loisirs de la communauté, etc., etc., des parcours d'intégration dans l'entreprise, du coaching pour le collaborateur, etc., etc. Donc, il y avait vraiment une prise en compte de la valorisation des collaborateurs, voilà, et qui a réellement permis la réalisation de projets extrêmement importants et extrêmement innovants. Je me souviens que dans cette entreprise, au moment où je suis intervenu, ils étaient en train, alors ceux qui connaissent le monde du médicament, de changer de produit et donc de refaire des lignes, alors voilà, avec toutes les exigences de la qualité dans ce domaine-là. Et donc, voilà, du coup, le fait de prendre soin des personnes, de les mettre dans le flow, d'aller chercher le développement de leur autonomie, a été quelque chose d'extrêmement déterminant dans cette action d'accompagnement du changement. Voilà. Et du coup, ce qu'on a essayé de vous transmettre à cet endroit-là, c'est que finalement, comment est-ce qu'on peut concevoir et accompagner comme ça dans des stratégies personnalisées, aller découvrir voilà, quels sont les éléments clés sur lesquels agir, quels sont les éléments qui vont faire qu'on va pouvoir construire du sens, identifier voilà, les sens qui sont différents. Pour ça, on a fait référence à un replay qui sera bientôt sur le site YouTube ou qui y est peut-être déjà, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y sera. C'est le webinaire du 17 juin 2024 où j'ai présenté le schéma voilà, de diagnostic des 5 niveaux d'analyse et d'intervention dans les organisations, les 5 niveaux systémiques, et qui va justement partir des individus, où là, on va regarder combien une personne est capable de mettre l'ensemble de ses talents, de son désir, de ses envies, de ses valeurs au service de sa tâche, de sa mission, de son poste, de son engagement dans l'entreprise. Voilà. Et donc, avec tous les concepts qu'on peut avoir de tous les champs qu'on voudra de la psychologie. Voilà. Et y compris en allant intégrer la dimension personnelle, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire mon histoire de vie. Ensuite, la qualité des relations professionnelles, des relations hiérarchiques, des relations avec l'environnement, les modes d'organisation, tout ce qui est structure et fonctionnement, toute la dynamique sur les frontières, pour ceux qui connaissent les schémas de structure de Berne, toute la dynamique sur les frontières, frontières externes, frontières majeures internes, frontières mineures internes, voilà. Et puis la culture, et en fait, c'est bien ça qu'on essaie de mettre en évidence entre le scénario de la personne et la culture, eh bien et comment tout ça va s'engager dans un 5e niveau, qui est le niveau de l'énergie, de la performance, de ce qu'on va engager dans le réel, dans le service à l'environnement, dans la réalisation de sa mission.
Et du coup, à cet endroit-là, cet outil, il est extrêmement précieux parce que, en fait, il va nous permettre de faire un diagnostic, il va nous permettre d'aller ausculter l'entreprise et on peut aller vraiment dans beaucoup de détails. On peut faire des choses plus simples ou plus détaillées. Du coup, ça dépendra de la négociation qu'on pourra faire avec le ou les commanditaires. Et donc, on aura à cet endroit-là un outil extrêmement précieux voilà, d'analyse et d'intervention dans l'entreprise. Voilà. Et enfin, du coup, une fois qu'on aura fait ce diagnostic, une fois qu'on aura euh, engagé tout ça, eh bien, on va regarder comment finalement on peut renforcer le lien entre les individus et les engager dans la vision de l'entreprise. Et on reprend le schéma de tout à l'heure où on était plutôt voilà, sur les valeurs, sur euh, voilà, les ressources, sur la motivation, etc., etc. Et bien là, on va regarder comment finalement je vais mettre mes croyances positives et comment est-ce qu'on va aller mobiliser, engager toute mon énergie positive, donc tout mon sens. Tout à l'heure, Corinne, tu parlais du sens, mais c'est bien mon sens, c'est-à-dire ce qui fait sens pour moi, ce qui est moteur pour moi, et qui va du coup s'engager dans l'entreprise. Et pour ça, j'ai un exemple où, à un moment donné, on a travaillé, où je suis intervenu pour une société de consulting, où finalement, chaque consultant devait organiser, identifier ses valeurs personnelles et qui pouvaient être mises en cohérence avec celles de l'entreprise. Et finalement, là encore, à travers des groupes de travail, à travers des ateliers, à travers des échanges, euh, en allant chercher quelque chose vraiment de ce qui était profond chez les personnes, de leur histoire de vie, en fait, les personnes se sont aperçues, et de proche en proche, de groupe en groupe, de regroupement en regroupement, finalement que eh bien, leur histoire de vie était prise en compte, reconnue, et même synergique avec tout ou partie hein, de la culture d'entreprise. Alors, je dis bien tout ou partie, parce que c'est à cet endroit-là, souvent, qu'arrive dans l'action d'accompagnement du changement, eh bien, quelque chose qui arrive dans la thérapie personnelle, c'est-à-dire qu'il y a un choc entre, alors on va dire en la thérapie personnelle, le néo-parent et l'archéo-parent. Alors on pourrait dire avec la néoculture et l'archéoculture, vous voyez. Donc on va avoir à cet endroit-là quelque chose à gérer d'une impasse et qui va faire qu'en fait, le travail à conduire à ce moment-là, c'est d'intégrer les polarités, c'est-à-dire de regarder, voilà, qu'est-ce que éventuellement les innovateurs, les gens qui sont dans le changement, et puis ceux qui sont dans la résistance, qui représenteraient l'archéoculture, ben, comment on peut aller chercher ensemble à regarder ce qu'il y a de meilleur dedans, qu'est-ce qu'il faut abandonner, qu'est-ce qu'il faut mettre en commun pour construire quelque chose ensemble. Et tout ça, ça ne peut se faire qu'en mettant en jeu l'énergie émotionnelle des personnes. Voilà. Et j'en ai bientôt fini, enfin, pour cette partie-là. Et en fait, dans cette diapositive-là, ce qu'on c'est de vous montrer, c'est qu'il y a deux éléments clés pour avoir créé une culture de changement durable. C'est qu'en fait, il va falloir agir eh bien, sur le fait qu'on va soutenir les talents individuels, comme je l'ai déjà beaucoup dit ce soir. J'ai parlé tout à l'heure d'Employees Assistant Programme, de développement des personnes, et en fait, notamment de la théorie du flow, qui fait que si à un moment donné, quelqu'un est dans le flow, c'est-à-dire s'il fait à haut niveau, avec du challenge, du défi et de l'intérêt, quelque chose pour lequel il a des talents, pour lequel il a des compétences non techniques, alors la personne va donner le meilleur d'elle-même, elle ne sentira pas la fatigue, en tout cas pendant un certain temps, évidemment, on a tous des limites. La personne se fera dans l'autocontrôle, elle aura du plaisir, elle perdra la notion du temps, etc., etc. Voilà, je vous laisse aller regarder la notion du flow. Et ça, c'est vraiment un point clé qui, de plus, est mesurable.
on a des outils pour mesurer le flow, à la fois individuel et à la fois collectif. Et j'en profite au passage pour dire qu'alors, on a une mesure plus objective de la performance qu'à travers toutes sortes de sondages qu'on peut avoir aujourd'hui. Et puis, deuxièmement, il va falloir impliquer les salariés, comme on l'a déjà montré tout à l'heure, dans la construction ou dans la co-construction du changement, de manière à éviter les résistances. Et on aura du coup, contrairement à des choses qui sont téléguidées par la hiérarchie, eh bien, quelque chose qui viendra de la base, qui viendra des collaborateurs. Et vous voyez, en bas, il y a un schéma qui part des besoins de l'entreprise, qu'on pourrait appeler stratégie, qui va passer par la construction d'une base de données. Alors là, c'est un peu technique, hein, mais qui va aller chercher le recrutement, l'architecture des emplois, les évaluations et la formation, la politique de rémunération. Et pour finir, je dirais, le résultat de tout ça, c'est bien ce qui va développer les collaborateurs, ce qui va développer les carrières, ce qui va permettre de booster les personnes. Et on va revenir à des éléments qu'on a nommés tout à l'heure. Eh bien, on va former les personnes, on va soutenir les personnes, on va coacher les personnes, on va accompagner les personnes, on va développer l'autonomie des personnes. Et en même temps, par ailleurs, voilà, on va aussi, à travers des groupes de parole, des groupes d'analyse de pratique, du co-développement, la création de copiles de changement, on va permettre de regrouper tout ça et de le mettre en synergie, comme le montrait la diapo ici, pour aller dans le même sens, ou comme le montre la flèche de l'énergie, pour regrouper l'ensemble des énergies des différentes polarités vers la performance et le changement qu'on veut, je dirais, entreprendre. Et donc, du coup, à cet endroit-là, j'ai un exemple d'une autre entreprise de technologie où finalement, à un moment donné, dans un groupe de travail, quelqu'un a une idée absolument géniale que nous avons aussitôt, je dirais, valorisée. C'était l'idée d'un programme de mentoring inversé. C'est-à-dire qu'en fait, dans ce changement, il y avait des anciens qui avaient des procédures, des méthodes, des représentations, et puis il y avait des jeunes et qui avaient réellement, qui étaient des jeunes talents qui arrivaient dans l'entreprise, des jeunes pousses avec des idées. Et très souvent, y compris moi, je disais, voilà, il faut comprendre la culture, t'intégrer. Et là, on a fait quelque chose, c'est-à-dire qu'on a pris les jeunes et on leur a demandé de former les anciens. Et ça a été absolument génial. C'était vraiment des moments d'échange, de partage absolument profonds. Et du coup, on a assisté avec beaucoup de bonheur à une mobilisation des énergies qui a été vraiment très, très forte. Voilà. Et puis, de la même manière, dans un autre exemple où on a intégré l'ensemble des collaborateurs, c'était une entreprise de télécommunications, voilà, où l'entreprise voulait modifier son mode d'organisation et passer dans un travail beaucoup plus agile, hein. Vous n'avez certainement pas entendu parler de ça. Et l'idée, c'était de s'adapter aux nouvelles réalités du marché, d'être plus réactif, etc., d'avoir moins de procédures. Et plutôt que d'imposer cette nouvelle méthodologie, voilà, eh bien, là encore, on a organisé les groupes de travail, on a mélangé les services. Alors, pour y revenir, hein, on ne va pas ce soir faire un long débat sur les techniques d'accompagnement du changement, parce que c'est un vaste sujet. Et donc, le challenge, c'est d'arriver à faire le tour, voilà, et d'essayer le plus explicite possible. Mais en tout cas, parfois, il est mieux de ne pas mélanger les personnes et à d'autres moments, il est mieux de le mélanger. En l'occurrence, c'est ce qu'on a fait. Et finalement, les personnes ont fait des ajustements et le résultat de ces ajustements, chacun faisant par exemple des sortes de vie ma vie, enfin, c'est une métaphore, eh bien, au final, les personnes ont été partie prenante du changement et le changement a été réussi. Voilà. Et enfin, du coup, voilà, on peut dire que afin de conduire le changement et avant des questions-réponses, hein, vous pourrez prendre quelques minutes pour réfléchir,
pour nous, ces approches montrent qu'une culture de changement durable ne peut être imposée, même si elle doit être impulsée par quelqu'un. Il y a bien quelqu'un à un moment donné qui le décide, mais il ne peut pas l'imposer, il ne doit pas l'imposer. Elle doit être co-construite avec les collaborateurs et, selon moi, selon nous, elle doit prendre en compte leur histoire de vie. Et donc, du coup, ça va non seulement permettre l'engagement des employés, mais ça va aussi créer une dynamique de changement qui va se perpétuer dans le temps. C'est-à-dire, ça va s'implémenter dans la culture, ça va rentrer dans les comportements, voilà, et du coup, les gens vont le faire. Et donc, l'importance de prendre en compte cette histoire de vie, voilà, c'est un point clé. Et du coup, ça va permettre d'agir sur sur les dynamiques de changement. Et du coup, ce qu'on vous recommande, c'est voilà, d'arriver à, je dirais, intégrer, implémenter l'histoire de vie personnelle et de la prendre en compte à travers, par exemple, ce diagnostic 5 niveaux qui permet de comprendre les contraintes, les opportunités et de mettre au travail tout ça dans une co-construction vers le changement. Finalement, on pourrait dire que on est dans un ajustement d'imago de groupe, pour ceux qui connaissent le concept, dans un ajustement des représentations, et on pourrait dire qu'on passe, pour faire un petit clin d'œil à Vincent Lénard, d'une collection d'individus à une équipe performante, voilà, et du coup, qui a du sens, qui sait se donner son sens, voilà, où l'ensemble des personnes ont co-contribué à la réalisation du projet de changement. Voilà, donc il y a de la place pour vos réflexions, remarques, voilà, et du coup, vous pouvez aussi regarder, est-ce que ça vous parle, cette notion de points limitants, de ressources, voilà. Peut-être ce qui peut... Damien, tu allais prendre la parole, c'est ça? Bon, vas-y. OK. Ce qui peut être peut-être intéressant à l'issue de ce webinaire, c'est que vous soyez intervenant, que vous soyez dans une entreprise ou à votre compte ou chef d'entreprise. Peut-être c'est de réfléchir par rapport à ce que vous avez entendu et là où vous en êtes aussi dans votre développement. Peut-être de regarder votre scénario à vous, de ce que vous connaissez en tout cas, et puis peut-être de regarder dans quel établissement vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez dire du scénario de cet établissement, et puis quel lien vous pouvez faire, voilà, comme ça, spontanément, sans trop aller dans le détail. Et si vous avez envie de le partager, eh ben, vous êtes les bienvenus. Alors malheureusement, moi, je ne vois pas tout le monde. Je ne sais pas si ce que vous voyez, mais voilà. Ce que je propose, c'est que, vu que cette question, elle mérite quand même un petit peu de réflexion, on peut Oui, peut-être dérouler les prochaines diapos et puis y revenir en fin de présentation. oui. Alors, on vous a mis un peu de bibliographie, mais bon, voilà, il y en a plein d'autres, hein. Voilà. Sur la partie plutôt personnelle, on a commencé par un livre de Claude Steiner qui s'appelle Des scénarios et des hommes, hein. Voilà, où Claude Steiner développe voilà, la notion de scénario en analyse transactionnelle. Alors, il y en a d'autres, hein, mais ça nous paraît un ouvrage de référence. Et puis, de l'autre côté, euh, on l'a en français, Structure et dynamique des organisations et des groupes. En anglais, pour ceux qui sont familiers de l'anglais, qui est donc euh, The Structure and Dynamics of Organization and Groups. Et puis, à côté, une Bible pour moi qui est importante, c'est Mintzberg, Structure et dynamique des organisations. Voilà. Quelqu'un qui a été important pour moi, qui s'appelle Peter Senge, qui est donc un systémicien, qui a écrit un énorme pavé qui s'appelle La danse du changement, et un autre qui s'appelle La cinquième discipline, qui a été le fondement je dirais,
des entreprises apprenantes. Hein, voilà. Beaucoup de gens aujourd'hui parlent des entreprises apprenantes, mais c'est vraiment Peter Senge qui a lancé ça. Petit clin d'œil à toi, Manuel. Hein, j'ai mis évidemment Oser la confiance, voilà, qui est un ouvrage important pour moi, puisque voilà, j'ai pu connaître les 3 personnages, hein, qui ont écrit cet ouvrage. Voilà, et j'ai pu travailler ensemble avec des entreprises qui valorisent ça. Isaac Getz, évidemment. Voilà, du coup, un clin d'œil à être dans une organisation apprenante. Voilà, des ouvrages de référence. Et puis, un ouvrage qui est entre les deux, que j'ai coécrit avec un confrère il y a fort longtemps, un petit ouvrage. Hein. Euh, je pense que, d'ailleurs, sûrement j'en développerai plus quelque chose, qui s'appelait à l'époque de l'utilité du développement personnel pour les cadres et les dirigeants, où réellement, d'ores et déjà, à cette époque-là, on osait dire qu'il fallait prendre en compte la dimension personnelle dans l'entreprise, et c'était quand même assez novateur à l'époque. Voilà. Et puis, voilà, on vous a trouvé 2 films. Voilà, un qui illustre le scénario de Joker, voilà, et c'est assez intéressant de regarder comment le scénario d'une personne, je pense que vous avez peut-être déjà vu ce film-là, va influencer son histoire et sa vie, et même la cité dans laquelle il vit. Voilà, donc on voit bien ce rapport entre le scénario individuel et le scénario de groupe. Et puis, un autre monde, qui est aussi un autre film où on voit comment le scénario d'un dirigeant va impacter son rôle de dirigeant. Hein, Agnès, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Mm. Voilà. Et puis après, je crois que c'est tout. Voilà, on revient à la question sur les réponses et commentaires. Et puis le prochain webinaire du 9-12 après, mais je te laisserai en dire un mot, Damien. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a eu quelques questions depuis, remarques? Voilà, feedback, voilà, vous êtes les bienvenus. Alors, il y a quelques personnes qui sont parties parce qu'elles devaient, voilà, D'accord, rester là. d'accord. Bah oui, on a été un peu plus long que la dernière fois, mais bon, le sujet est vaste. Bonsoir, Manuel. Oui, Je peux prendre la parole un instant. D'une part, je voulais vous remercier pour la qualité de ce qui a été préparé et présenté. C'est très agréable de pouvoir de nouveau être confronté sur ces questions. Je me permets il y a une petite un partage par rapport à une expérience qui a été évoquée par Jean-Luc dans le cadre d'un groupe taille humaine, 350 personnes à peu près au total, où il y a effectivement eu un changement radical, on va dire, de culture, euh, qui s'est aussi traduit par le départ on va dire, une grande majorité des équipes dirigeantes. Voilà. ouais, De ce point de vue-là, il me semble intéressant de effectivement prendre en compte, comme suggère l'analyse, les scénarios de chacun, mais d'être aussi disposé à laisser la porte ouverte à ceux qui ne se sentiront pas justement disponibles ou compatibles avec la culture qui est émergente. Voilà. Mm. ouais, merci Emmanuel. Merci Emmanuel, oui, je suis d'accord avec toi. C'est quelque chose qui est que j'ai pas dit, et j'aime bien que tu le soulignes. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, il peut arriver, ben, à ce moment, tu vois, où je parlais tout à l'heure de l'archéoculture et de la néoculture, bah, voilà, où c'est OK que des gens s'en aillent. Hein. J'aime bien ton témoignage, oui, c'est juste, c'est juste, c'est juste. D'autres choses, d'autres témoignages, d'autres remarques? Alors, on a un témoignage écrit. Toc toc. Merci Jean-Luc, je comprends ce qui s'est passé dans mon entreprise. Un jeune stagiaire volontaire et très compétent m'a poussé à mieux expliquer l'organisation de l'entreprise, des méthodes de travail. Il en avait besoin pour son autonomie dans l'entreprise et il est à l'origine d'un changement important, donner plus de lisibilité, apprendre à faire confiance, donc à déléguer, passer de de, de 1 à plus de 1 est un véritable challenge, là où j'étais sur mon grand changement de vie personnelle.
il m'a permis en même temps d'enclencher le changement dans mon entreprise. Me donner mon rôle de dirigeant que j'avais des difficultés à prendre jusque-là, un peu quand même, avec un smiley, et un grand merci à toi et Agnès qui m'avez permis cette montée en puissance. C'est un très joli témoignage. Oui, je trouve. Ouais. D'autres choses en feedback? Moi, j'ai envie de donner un point de vue un petit peu, enfin, qui rentre tout à fait dans le sujet de la soirée, mais versus psychothérapeute. Parmi mes clientes, moi, j'ai vu des personnes au cours de leur thérapie, tout d'un coup s'apercevoir ne plus être en adéquation avec l'entreprise dans laquelle il ou elle travaille, et donc en changer, ou bien à proposer des groupes d'analyse de pratique ou voilà, essayer de eux-mêmes de faire quelque chose dans l'entreprise au niveau de l'humain. Si c'était possible, c'était possible. Si c'était pas possible, la personne partait et trouvait autre chose à s'épanouir dans une autre entreprise ou elle-même créer quelque chose dans une différenciation individuelle euh, marquée à partir de la thérapie. Voilà. Ouais. Merci, merci, merci. En tout cas, ça illustre bien ce que tu dis, Martine, de comment dans nos métiers d'accompagnateur du changement individuel, et quand on le pratique en intégrant la dimension de l'environnement, par exemple, je pense que c'est aussi une de nos marques différenciatrices, hein, par rapport à d'autres psys, voilà, qui intègrent moins facilement l'environnement, on va dire. Voilà, qui fait qu'à un moment donné, on peut, depuis une position de thérapeute, provoquer des choses en termes de changement. Ouais. Super. D'autres choses que vous voulez partager, d'autres personnes? Et puis peut-être, voilà, quelques mots de feedback ou... Avant ça, Jean-Luc, parce que je suis Oui, au contact de l'heure, je oui, crois qu'Ali a un message à nous porter sur quelques diapos d'accord. et je Et il propose est qu'on très passe bienvenu, Ali. à cette partie. Oui. Allez, moi j'ai pas la main sur les diapos. Ah, pardon, Ah! excuse-moi. Attends, excuse-moi, Ali, excuse-moi. Voilà, hop là. Euh, voilà, c'est La ça. méthode PSI, exactement. Voilà, mais Et pardon. surtout le parcours de formation intervenant PSI qui va se dérouler d'abord dans un premier temps en trois étapes. L'étape 1 qui aura lieu sur une période d'un an où on devient coach PSI. Euh, et dans ce parcours-là, on aura quasiment tous les modules intégrant l'analyse transactionnelle, la systémie et la théorie organisationnelle de Berne. Donc tout ce qu'on a vu ce soir, c'est intégré déjà dans l'étape 1, avec une montée en puissance dans l'étape 2, où en fonction des choix qu'on fera, euh, soit en psychopraticien, soit en clinicien des organisations. Ce qu'on a vu ce soir, ça concerne le psychopraticien si on est au niveau individuel, mais ça concerne aussi le clinicien des organisations si on va intervenir dans les systèmes. Et enfin, une troisième année pour pouvoir véritablement compléter la formation et intégrer tous les concepts et tous les processus de PSI, psychologie systémique intégrative, et donc en devenant un intervenant. Et puis, pour ceux qui sont beaucoup plus courageux et qui ont envie d'aller un peu plus loin, une quatrième année pour devenir didacticien, voire même permettre de pouvoir continuer à faire vivre cette méthodologie et donc continuer à former de futurs intervenants de PSI. Voilà. Merci, Ali. J'aime beaucoup ton énergie. Merci, Jeanne. Peut-être que rappeler Oui. le prochain webinaire, Damien.
Effectivement, on a rendez-vous pour un prochain webinaire le 9 décembre à 19 heures de nouveau, avec un sujet qui est complémentaire et différent de ce qu'on a vu aujourd'hui, mais qui s'annonce vraiment très intéressant. Un sujet sur lequel, un de plus, Jean-Luc a une très belle expertise, c'est en fait la place pour la dimension non verbale dans l'intervention. Un sujet qui est peu traité, qui nous tient particulièrement à cœur chez Intégrative. Et alors, ces feedbacks, il y en a ou il n'y en a pas? Oui, alors, Peut-être Jean-Luc, tu peux Arrêtez le partage arrêter le peut-être. Ah partage. oui, merci, oui, oui, attends, hop, escape, arrêtez le partage. Ah oui, super, merci. Ah, super. Ah, ouais. Voilà. Ah, Et super. je vais mettre la galerie pour moi, pour voir plus de gens. Voilà, super. Et je vais mettre plein écran. Voilà. Ah, super. Voilà, oui. alors Jean-Luc, Yannick, voilà. Alors, je sais pas si on m'entend là, ça on fonctionne? t'entend et on te voit. Voilà. Donc, d'abord, je voulais vous dire merci parce que c'est très complet, hein, c'est très intéressant, ça touche beaucoup. Et ce sujet du changement, il est vraiment un point très important parce que quand on parle changement, il y a souvent résistance au changement. Mm. Oui, Et donc ça, je trouve que du coup, c'est important de le placer dans le niveau du sens et de répondre à la question du pourquoi ce que tu as fait, pourquoi on va changer. Parce que finalement, euh, ça va aussi m'occasionner ou toucher à mon identité de changer. Il va falloir que je travaille sur moi souvent pour changer. Parce que je peux changer de comportement et parfois ça va aller, ça va être assez facile, mais parfois le changement, il est beaucoup plus profond et il va toucher l'identitaire. Et là, ça devient quelque chose de plus profond. Et donc, ça va demander aux personnes de toucher à leurs croyances limitantes, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, de travailler sur elles, d'aller s'intérioriser, d'aller se chercher un peu plus à l'intérieur pour trouver du sens finalement. oui, Parce que oui, si je ne trouve pas du sens, je ne vais pas trouver du bénéfice à changer. Et si je ne trouve pas du bénéfice à changer, alors pourquoi je change? oui, Mm. oui, C'est ça qui, moi, me paraît intéressant. Et je trouve que en as bien parlé, c'est que, en fait, il faut que je trouve du sens à changer, il faut que je trouve du bénéfice, il faut que je me sente mieux avec ce changement et que ça m'amène quelque chose, que je sois dans ma fluidité, comme tu l'as dit aussi, beaucoup plus de fluidité intérieure. Parce que le changement tel qu'en a parlé Jean-Marc tout à l'heure, c'est mettre du contrôle. C'est oui, pas faire du changement. Voilà. Mm. Évidemment, on s'aperçoit que mettre du contrôle, ça peut être même dangereux, euh, plutôt qu'intéressant. Et finalement, c'est démotivant oui. aussi. Alors Merci. qu'aller chercher le talent Pardon. de chacun, que chacun soit important et chacun soit impliqué, pas que la direction, mais toutes les personnes impliquées dans le changement, alors on aura un mouvement qui est un mouvement énergétique vers, et les gens iront vers le changement. Parce qu'on va trouver du sens, parce qu'on va trouver l'énergie pour y aller. Merci Annie. Voilà un très beau témoignage. Merci à vous, c'était vraiment... j'ai beaucoup aimé la première fois et j'ai beaucoup aimé cette fois aussi. C'est vraiment complet. Le travail Mer- que vous faites est très complet. Merci. On essaie. Merci Annie. Mm. Merci Annie. C'est encourageant ce que tu dis. D'autres choses, un petit mot, voilà. Oui, moi je veux bien. Merci encore aussi. Je rejoins ce que dit Annie sur la richesse de tout ce temps. Merci. En fait, en vous écoutant, enfin progressivement, là me venait, enfin finalement quand ce changement vient à l'origine simplement d'un changement d'outils, audit organisationnel, et puis impact. Finalement, on arrive dans le sujet culture, mais on s'y attendait pas en fait.
Et ça, c'est un sujet que je pratique actuellement. Et donc, ben, je trouve que c'est pas simple quand on est tombé là dans le changement un peu par voie de conséquence. Et je rejoins le sens qu'Annie évoquait. Et du coup, ça m'amène aussi à parler des pertes. Enfin, c'est vrai que sur ce sujet du changement, finalement, il me semble aussi ce temps à dédier à ce que les gens perdent à l'occasion du changement pour pouvoir ensuite, en fait, quelque sorte, essorer un peu l'éponge pour ensuite pouvoir construire, en fait, et aller vers autre chose, si j'y trouve du sens, si c'est en lien avec mes valeurs, etc., quoi. Mm. Voilà, donc merci parce que ça m'a permis de connecter plein de choses et je repars encore enrichi. Mm. Merci. Merci Sandrine. Sandrine. Encore un ou deux petits mots? Oui, non? Non? Plus de petits mots? Eh bien, là, je crois que David nous a mis un petit mot par écrit. Je vois qu'il y a pas mal d'écrits. On gardera ça et je pense que ça sera dans le. Ça sera, je crois que c'est envoyé, hein, si j'ai bien compris, Damien, avec l'enregistrement, je crois. Il me semble que j'ai vu ça la dernière fois. Je En- sais pas, j'en fais un copier-coller d'habitude pour Ah oui, l'envoyer. oui, c'est ça, oui, voilà. Voilà. Bah, écoutez, en tout cas, pour ma part, j'ai aimé préparer, je vais redire ce qu'a dit Agnès, j'ai aimé préparer ça en équipe. Voilà, c'est un travail d'équipe. C'était agréable. J'aime beaucoup quand on co-crée ensemble. Agnès a des grands noms de graphiste, Ah ouais, ah ouais, ouais, euh, ouais. vraiment, je te remercie. Voilà, tu nous stimules beaucoup à simplifier les choses. Voilà, donc c'était un joli travail d'équipe et je suis heureux de l'avoir partagé avec vous. Et j'espère que voilà, vous avez fait part de cette passion finalement qui m'anime et qui nous anime. Mm. Bonne soirée à chacune et chacun. Au revoir. Bonne Merci, bonne soirée. soirée, merci. Ça, Et puis le 9 décembre, prochain rendez-vous. Merci pour ceux qui nous suivent depuis le début qu'on a lancé les webinaires. C'est Oui, trop chouette de vous avoir. Merci, bonne soirée. Merci. au plaisir. Merci, bonne Au revoir. soirée. Au revoir.